je me présente, Virginie Saint-Silly, je suis journaliste à BFM TV. Aujourd'hui, on va parler de la biodiversité des Outre-mer. Peut-on préserver la biodiversité des Outre-mer? C'est une question qu'on s'est posée avec tous ces intervenants. Bruno Sainte-Rose, donc, qui participe à un très beau projet, nettoyer le plastique à la surface de l'eau dans le Pacifique Nord, on y reviendra. Nathalie de Pompignan, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de sciences écologiques, auteur de l'ouvrage Océan, alerte rouge. Et puis Franck Sézilly, professeur d'écologie à l'Université de Bourgogne, qui nous a fait l'honneur de venir avec un étudiant. Franck, on va commencer par vous, sur l'aspect terrestre, et puis on ira voir Nathalie et Bruno sur l'aspect marin tout à l'heure. Franck, vous êtes spécialiste donc de la biodiversité ultramarine depuis 2006, c'est ce que vous m'avez dit, donc plus de 10 ans, et vous faites un constat dans ce domaine. Quel est-il? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le constat, c'est que comme partout ailleurs, la biodiversité s'érode, dans l'outre-mer en particulier. Premier constat, c'est que 85% de la biodiversité nationale se trouve dans l'outre-mer, et je dirais tout de suite que nous n'avons pas 85% des moyens dédiés à son étude et à sa conservation alloués à l'outre-mer. Donc la situation est grave. Qui plus est, dans différentes zones, notamment dans les États insulaires, les effets combinés du changement climatique, de la perte ou de la réduction des habitats, et aussi maintenant les invasions biologiques, les espèces exotiques envahissantes, tous ces facteurs mêlés ensemble, qui en plus agissent en synergie, font que la situation devient critique. Nous sommes à un taux d'extinction d'espèces aujourd'hui 100 fois supérieur à ce qu'il a pu être au maximum dans l'histoire de la Terre. Alors justement, la situation est critique, on le sait tous. Quels sont les risques en cas d'inaction? On sait qu'il faut agir. Si on n'agit pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors les risques, et c'est très important, pas seulement d'un point de vue de la biodiversité, les risques, c'est une banalisation, finalement, de nos territoires ultramarins. Sous l'effet des invasions biologiques et de la perte des espèces autochtones, eh bien, on va avoir des paysages dans les Antilles qui vont tous se ressembler et ressembler un peu à ce qu'on trouve sur le continent. Lorsque les espèces, comme par exemple l'oriole de Martinique, aura disparu, on ne pourra plus le réintroduire. Ce sont des espèces qui sont endémiques, qui n'existent que dans ces zones-là. Certaines sont parfois communes à une ou deux îles, mais en règle générale, il y a un fort taux d'endémisme, notamment les Caraïbes, mais c'est vrai aussi dans les autres territoires ultramarins. Et nous avons une grosse difficulté même à chiffrer cet impact. Mais il va bien au-delà de simple perte d'espèces, ou même, je dirais, de l'aspect émotionnel, ou même, je dirais, esthétique. Il y a vraiment, pour l'économie de ces territoires, et on parlait récemment, par exemple, du besoin de passer progressivement d'un tourisme de masse à un tourisme plus éduqué, un tourisme peut-être un peu plus réfléchi, un tourisme plus aussi de connaissances. Eh bien, évidemment, s'il n'y a plus rien à aller voir dans ces îles, personne n'ira les visiter. Vous, à votre échelle, quel est votre rôle concret? Alors, notre rôle complet, je vais un peu illustrer le propos. Notre rôle concret, c'était... Vous avez emmené des photos que vous voulez montrer? C'est de se rendre compte que nous avons, créé une association qui vient aider à protéger la biodiversité, d'abord par la connaissance. On ne peut pas protéger si on ne connaît pas. Pour connaître, il faut étudier, il faut faire de la science. La science, c'est compliqué, c'est cher, ça demande un niveau de formation très élevé. Et malheureusement, il y a très peu de jeunes ultramarins, notamment caribéens, qui sont impliqués dans ces travaux. Le niveau d'expertise générale, locale, dans les territoires ultramarins est très faible, pour différentes raisons culturelles ou autres que je ne vais pas détailler. Mais il faut faire un effort considérable. Donc nous faisons aussi des efforts vers les collèges et lycées pour faire naître les vocations, pour informer les jeunes, leur montrer aussi les métiers de la biodiversité. Et puis nous organisons, ça va un peu trop vite, un réseau d'experts caribéens. D'ailleurs, le prochain colloque que nous organisons sera en Guadeloupe, fin mai, début juin. Et nous essayons de créer un réseau d'experts caribéens, de jeunes experts, formés par les plus anciens, qui se connaissent, qui peuvent travailler ensemble à l'avenir. Et puis, nous avons comme ça déjà, alors qu'on n'était créé qu'en 2014, pu accueillir des étudiants en stage d'été, financer 5 projets de master et 2 projets de thèse, dont justement celui dont Steven peut parler brièvement. Justement, c'était ma question suivante. Si un jeune souhaite s'investir dans ce domaine-là, vers quelles études est-ce qu'il doit se tourner? Quelles formations? Quelles entreprises? Peut-être que Steven pourra nous en parler. Alors, bonjour. Donc, pour qu'un jeune, en réalité, puisse travailler dans ce domaine-là, il faut absolument qu'il prenne conscience qu'il y a très peu de formations actuellement dans la Caraïbe. Alors justement, quelles sont les formations, si on veut parler concrètement, quelles sont les formations possibles? Alors, il y a des formations au niveau du pôle de Guadeloupe de l'Université des Antilles et
il y a des débuts de développement au niveau de l'université de Martinique. Alors moi, concrètement, en fait, après mon bac, j'ai été obligé de partir dans l'Hexagone de façon à me former, donc d'abord en biologie, et ensuite je suis parti à l'université de Dijon pour me former en écologie comportementale, parce que c'est une formation spécifique qui n'était pas disponible dans ne se fait qu'à Dijon? Ça ne se fait pas qu'à Dijon, mais à Dijon, il y avait, c'est une formation qui était mise en valeur par des modules particuliers, des modules formateurs. Alors, et c'est là où j'ai rencontré le professeur Cézy, qui m'a parlé d'un projet, donc ce projet c'est Caribéa Initiative, donc qui est une association, donc l'association dont il a parlé, qui permet de former les jeunes locaux dans la Caraïbe, de leur permettre d'atteindre un niveau élevé d'expertise et également donc, de leur permettre de former un réseau régional, permettre la coopération régionale en fait, entre les différentes îles de la Caraïbe. D'accord, merci Steven. Donc vous êtes l'exemple que justement si des jeunes sont intéressés, il faut qu'ils se renseignent. Il n'y a pas beaucoup de formations pour ce domaine-là, mais en tous les cas, c'est possible. Nathalie de Pompignan, on passe à vous. Votre domaine, c'est l'océan. Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide état des lieux à l'échelle donc ultramarine de la situation de la biodiversité ultramarine et quelles sont les actions possibles pour pouvoir préserver justement notre biodiversité? Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir sur déjà le terme de déclin qui est l'objet de notre intervention. Ce déclin, j'ai beaucoup aimé cette question parce que ce déclin est acté. Il est acté par les scientifiques, ne l'oublions jamais. Il y a eu l'apparition cette semaine d'un manifeste signé par 15 000 scientifiques de 184 pays alertant sur l'état de la planète et de la biodiversité mondiale. Il est acté parce que les scientifiques, à l'unanimité, nous disent aujourd'hui que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la 6e extinction des espèces. La précédente, la 5e, était il y a 65 millions d'années. Il s'agissait de l'extinction des dinosaures. Donc cela donne une idée de l'ampleur du déclin de la biodiversité auquel nous sommes confrontés. L'état des lieux, c'est une question très vaste. Je pourrais répondre en citant quelques données, c'est plus parlant, et puis les enseignants adorent les données. Donc, 50% de la biodiversité marine mondiale a disparu en 50 ans. 90% des grands poissons, alors on parle d'espadons, thons, requins, ont disparu en 50 ans. 87% des stocks de poissons sont lourdement impactés, c'est-à-dire soit surexploités, soit pleinement exploités. Il y a sur l'océan, et vous allez nous en parler, 5 continents de plastique et 40% de la surface de l'espace océanique, on parle là de 361 millions de kilomètres carrés, 40% est très durement impacté par nos activités. Voilà l'état des lieux. Alors, en Outre-mer, l'Outre-mer offre à la France une biodiversité absolument remarquable et d'une richesse exceptionnelle. Je crois qu'on est bien d'accord tous sur ce constat, surtout avec les 3 grands écosystèmes tropicaux qui sont présents sur tous les territoires. Alors, les risques... Les risques. Ce sont des chiffres énormes quand même que vous nous annoncez. Quels sont les risques? C'est la même question que pour le domaine terrestre. Quels sont les risques en cas d'inaction? Les risques en cas d'inaction sont majeurs. Je crois qu'il faut bien avoir conscience de cela, l'avoir présent à l'esprit. En cas d'inaction, que va-t-il se passer? Déjà, il y a mise en jeu de la sécurité alimentaire avec les ressources halieutiques. Il y aura des impacts économiques, il y en a déjà, en ce qui concerne le tourisme, en ce qui concerne la pêche, en ce qui concerne la bioprospection, tout simplement, hein, moins de biodiversité marine, bioprospection en jeu. Il y a des risques sociaux, il y a le risque de voir s'accélérer l'extinction, et puis des risques tout simplement de voir altérer, et c'est déjà en cours, les mécanismes du vivant sur notre planète. Alors là, on fait un état des lieux et on se rend compte des risques. Est-ce qu'il y a des actions possibles, mais des actions concrètes, pas des actions larges, des actions concrètes? Moi, je suis guadeloupéenne, on est en Guadeloupe, j'ai envie de m'investir, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a des actions concrètes de la part de la société civile.
hein, qui est de s'engager, de se mobiliser, de s'informer. Déjà qu'il y ait une prise de conscience collective, pour moi, est extrêmement important. Et puis, il y a des actions concrètes de la part des entreprises. Et je crois que c'est important de le dire. De la part des entreprises, à mon sens, il convient de dégager l'horizon pour de nouveaux modèles et de nouvelles pratiques, pour inventer, pour innover, pour créer. Je crois qu'il est urgent et impérieux que les entreprises chaussent les bottes, si je peux m'exprimer ainsi, du développement durable. Alors, appelons-le développement durable, soutenable, économie circulaire, économie solidaire ou responsabilité sociétale des entreprises. Il est important d'agir dans ce domaine-là et sur, à mon avis, 3 axes d'action. D'abord, réduire de façon substantielle, immédiate, les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire pour les entreprises parce qu'on peut parler à ce moment-là de transition énergétique, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, on peut parler d'éco-conception des produits, on peut parler de recyclage, de consommation responsable. Le deuxième axe serait de lutter contre les pollutions. Comment les entreprises peuvent-elles intervenir? En utilisant tout simplement moins de produits chimiques sur le industriel ou agricole. Pourquoi ne pas laisser des portes ouvertes à partir de ce moment-là à une agriculture plus raisonnée, une agriculture biologique par exemple? On peut diminuer l'utilisation du plastique, réduire, réutiliser, recycler, exactement. Et puis des traitements des eaux usées, ça déjà c'est extrêmement important pour le maintien de la biodiversité. Et le dernier axe d'intervention, et j'allais dire de participer à la restauration des écosystèmes. En tant qu'entreprise, on peut très bien parrainer la restauration de récifs coralliens ou de mangroves. On peut très bien intervenir sur un certain nombre de terrains, intervenir par exemple sur la gestion raisonnée des ressources halieutiques. Pourquoi ne pas encourager l'aquaculture d'espèces locales? Pourquoi ne pas développer la culture d'algues, puisque cette question de la sécurité alimentaire est posée, qu'il faudra y faire face? Vous voulez intervenir? Non, je veux juste dire quelque chose que les entreprises peuvent faire. Certaines entreprises, notamment dans la Caraïbe, sont aussi propriétaires foncières, parfois de domaines qui ne sont pas exploités pour l'activité commerciale. Elles peuvent les mettre en valeur et elles peuvent aussi aider à financer toutes les études, tous les inventaires faunistiques, les études et aussi la formation des jeunes. Là, il y a une responsabilité citoyenne évidente des entreprises qui, malheureusement, dans notre pays, la France, n'est pas assez assumée, si on compare évidemment au pays anglo-saxon. Je crois que là, avec les incitations fiscales, par exemple, les entreprises peuvent aider, elles peuvent aider les universités, les associations et différents projets que nous développons tous. Malheureusement, ces projets coûtent cher, évidemment, mais c'est vraiment l'avenir de la planète qui est en jeu. En parlant de projets, on va quand même laisser Bruno un peu s'exprimer, mais on sent que le débat est intéressant. On va quand même laisser Bruno Sainte-Rose s'exprimer. Bruno, votre action, elle mérite d'être soulignée puisque depuis 2013, vous participez à un projet de nettoyage du plastique à la surface de l'eau. Je vous laisse nous l'expliquer en 2 minutes, ce projet. Donc avant d'aborder la solution que l'on développe avec The Ocean Cleanup, je vais commencer par donner quelques chiffres, puisque c'est à la mode. Au niveau de la quantité de plastique qui rentre chaque année dans l'océan, c'est 8 millions de tonnes. On estime qu'il y en a à peu près 300 000 tonnes qui flottent dans les zones de concentration qu'on essaie de nettoyer. Au niveau des espèces, il faut voir que si les choses vont comme elles vont maintenant, il y aura un poisson pour un morceau de plastique en 2050. Et que maintenant, à l'heure actuelle, il y a 99% des espèces d'oiseaux marins qui ont du plastique dans leur corps. Donc c'est un problème qui est réel, c'est un problème qu'on voit, qui est très visible. Et sur lequel justement, votre projet, voilà. C'est un système de barrage flottant. C'est un système de barrage flottant, donc, où on utilise en fait la force des courants pour se déplacer avec le courant. Et grâce à une encre flottante, le système est ralenti, ce qui permet au plastique de s'accumuler et d'être concentré pour après être extrait par des bateaux. En fait. Donc vous vous êtes concentré sur le plastique parce que justement c'est une matière dangereuse, je ne l'apprends à personne, c'est une matière dangereuse pour l'environnement parce que son temps de dégradation est particulièrement important. Alors finalement, quelles sont les solutions à envisager pour s'en préserver ? Donc en fait, il y a des solutions à tous les niveaux de la chaîne du plastique en fait.
en partant des sources, donc le producteur de plastique, est-ce qu'il a vraiment besoin de plastique pour son produit? Est-ce qu'il ne peut pas prendre un matériau alternatif, du bois par exemple? Donc il faudrait envisager de se passer complètement de plastique. Voilà, donc ça, la vraie solution pour qu'il n'y ait plus de plastique, c'est ne plus produire de plastique. Ce qui est assez utopique, puisque le plastique est quand même un vecteur de développement de la société humaine, il ne faut pas l'oublier. En revanche, il y a certains types de plastiques, comme les plastiques à usage unique, qui, eux, pour le coup, il faut qu'un effort particulier soit mis pour s'en débarrasser, comme il y a énormément d'initiatives, notamment je citerai Bye Bye Plastic Bag en Indonésie, où il y a des enfants de 13 ans qui ont réussi à faire du lobby sur les autorités pour pouvoir bannir les sacs plastiques. Donc ce qui est important, c'est d'agir à tous les niveaux de la chaîne, allant de ce qu'on fait, où là on s'attaque vraiment à ce qui est en aval de la pollution, donc les zones de concentration, mais il faut savoir intervenir à tous les niveaux, c'est-à-dire faire des nettoyages de plages, font aussi partie de l'action globale collective qu'il faut pour se débarrasser du plastique. Alors Nathalie de Pompignan, Franck Sézy, j'aimerais bien votre avis d'universitaire sur ce projet. Quel est votre avis, vous ? Franck, par exemple. Alors moi, je pense que c'est un projet extra important. Ce n'est pas un projet de recherche, c'est un projet d'action. La recherche a été faite en amont. Donc on continue d'étudier les effets du plastique sur les poissons, sur les larves de poissons notamment, mais on sait très bien quel genre de temps on va obtenir. Donc effectivement, il y a un moment où l'action, il faut qu'elle se développe, et elle a l'avantage, celle-ci, de mobiliser différents acteurs, même si c'est civil. On peut nettoyer les plages, faire beaucoup de choses, et responsabiliser les acteurs. Donc pour nous, c'est un complément direct de l'activité du chercheur. Au bout d'un moment, les découvertes, ce qu'on sait de l'état de l'environnement doit amener des actions concrètes. Et vous, Nathalie, très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est bravo. Je trouve ça formidable d'avoir une jeunesse qui est engagée, qui est créative, qui est inventive. Et ce que j'ai à dire aussi, c'est qu'on dit souvent que l'humanité du XXe siècle sera considérée comme une des plus irresponsables de l'histoire, alors que l'humanité du XXIe siècle devra assumer avec générosité de graves responsabilités. Alors, tant que l'être humain est capable d'intervenir positivement avec courage et responsabilité, eh bien, c'est porteur d'espoir. Merci. Juste une petite le mot de la fin. Une petite réponse à Nathalie. Donc, en fait, le message que notre fondateur, donc c'est un peu ce qu'il dit, Boyan Slat dit, c'est que l'homme a été capable de polluer au XXIe siècle. S'il a été capable, avec son intelligence, d'en arriver là, il devrait être capable de revenir sur ce qu'il a fait au XXe siècle, au XXIe siècle. Principe de responsabilité. Merci pour ce beau débat. Bruno Sainte-Rose, donc, avec ce projet de nettoyer le plastique à la surface de l'eau. Nathalie de Pompignan, maître de conférence à Sciences Po. Et Franck Sézy, professeur d'écologie à l'Université de Bourgogne. Merci beaucoup.